Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Bien avant l'époque de la Renaissance, une civilisation brillante dominait le monde. Au Moyen-Orient, pendant le Haut Moyen-Âge, les chrétiens d'Orient fournirent le savoir médical aux Arabes en leur apportant des manuscrits grecs traduits en syriaque, leur langue de culture, et transcrits du syriaque en arabe. La médecine y atteignait un haut niveau de connaissance et de pratique. Ces premiers traducteurs transmirent aux Arabes une immense impulsion et la volonté de produire une médecine au plus haut niveau. Les plus connus de ces savants chrétiens d'Orient sont considérés comme les plus experts en matière de traduction médicale. Hunayn ibn Ishaq, connu sous le nom de Joannitus en Occident, Mahomet dit Jean le Mésué ou Jean l'Ancien, Sarabien et Jordi Baktishu, tous donnèrent aux Arabes un champ de connaissances considérable, dont ces derniers sauront récolter les fruits au cours des siècles suivants. Grâce à ces hommes de grande culture, l'Empire arabe comprit très tôt l'intérêt de l'instruction et hébergea des génies de la science et de la philosophie. Non seulement l'appétence du savoir était très marquée chez les Arabes, mais ils avaient aussi besoin d'élargir leurs connaissances. Ils ne se contentèrent pas de compiler les connaissances acquises auprès des chrétiens d'Orient, mais ils enrichirent aussi les informations qu'ils avaient reçues de leurs aînés et les partagèrent avec la population. Ainsi, l'heure était venue pour les chrétiens d'Occident de s'ouvrir au trésor de la médecine arabe. Le Moyen Âge. Les Arabes ont marqué de leur empreinte l'histoire de la médecine grâce à des savants au premier rang desquels Al-Tabari 783-858, l'un des premiers médecins arabes ayant reconnu l'autorité des médecins grecs. Al-Kindi 800-873, le père de la pharmacopée arabe. Rhazès 865-925, le maître de la médecine clinique. Avicenne 990-23, le plus prestigieux de tous les savants. Al-Majoussi 925-984, talentueux médecin dont le nom a été éclipsé par celui d'Avicenne. Aboul-Qasis 936-10-13, le père de la chirurgie. Al-Hazen 965-10-38, le prodige de l'ophtalmologie. Ibn Nafi 1221-1288, pionnier de la petite et grande circulation. Aben-Yefis, Avempais, Avanzoar, Averroès, tous ont apporté à l'Occident une nouvelle vision de la santé. Dans le même temps, en Occident, l'Europe chrétienne sommeillait dans l'obscurantisme médical. Seuls quelques moines chrétiens avaient conservé des manuscrits des grands maîtres de la médecine grecque tels qu'Hippocrate, Aristote et Galien. Ces moines vivaient en autarcie dans des monastères et avaient pour fonction de recopier les ouvrages en latin, puis de les archiver dans les bibliothèques des abbayes. Dans toute l'Europe, la médecine était pratiquée dans le cadre religieux et les paroisses abritaient des infirmeries. La pénurie de médecins fournissait l'occasion aux guérisseurs, aux charlatans et autres sorciers, de pratiquer une médecine hasardeuse, non fondée sur la science. L'emprise religieuse du christianisme en Europe avait maintenu au plus bas l'essor d'une médecine qui se voulait laïque. C'est à partir du XIe siècle que l'art médical s'imposa progressivement dans le sud de l'Europe. Le transfert des ouvrages de médecine arabe débuta dans le sud de l'Europe et privilégia l'Italie et l'Espagne dans l'Europe médiévale. Le savoir médical arabe se propagea ainsi dans deux directions, en Italie par voie maritime et en Espagne par voie terrestre. Les traductions en latin d'ouvrages médicaux écrits en arabe eurent une grande influence sur le développement de la médecine moderne. Ainsi les XIe et XIIe siècles sont dominés par une intense activité de traduction dans toute l'Europe latine. Constantin l'Africain. Lorsque les Arabes conquirent la Sicile et s'y installèrent entre 891 et 1091, un personnage hors du commun apparut, Constantin l'Africain. Il parlait l'arabe, le grec et l'hébreu et répandit la science médicale dans une région d'Italie privée de médecins. Né à Carthage, Tunisie en 1015, cet arabe chevronné et téméraire étudia la médecine au Caire. Étant informé que les Européens n'avaient que peu de livres médicaux, il s'embarqua pour le sud de l'Italie en 1070, où il vécut le reste de sa vie. Il s'installa tout d'abord à Salerne, ville traversée par l'histoire des conquêtes qui fut successivement envahie par les Lombards, peuple germain venu de Scandinavie, puis par les Byzantins, peuple romain d'Orient, et bien plus tard, en 891 par les Arabes qui s'y installèrent.
Cette région de culture multiconfessionnelle et multilingue offrit à Constantin l'opportunité de devenir le premier homme à traduire les manuscrits grecs et arabes en latin. Il effectua plusieurs voyages en Tunisie pour dénicher des manuscrits médicaux dans les librairies de Kairouan et dans les bibliothèques de Tunis. Il chargea de nombreux ouvrages grecs et arabes sur les bateaux pour les apporter en Italie. Arrivé à Salerne, Constantin y vécut quelque temps dans la pauvreté. Il prit alors la route vers le nord et s'installa à Cassino, un grand village distant d'une centaine de kilomètres de Salerne. Là, il travailla comme interprète mais ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses besoins vitaux. C'est alors qu'il rencontra deux prêtres auxquels il dut son salut. Pour l'aider à sortir de cette mauvaise passe, ils lui proposèrent de l'héberger dans leur abbaye, située sur une colline au pied même du village, le monastère du Mont Cassin. Constantin s'y convertit au catholicisme et devint moine en 1076. Cette abbaye unique en son genre recelait une précieuse bibliothèque. En effet, elle conservait de très nombreux manuscrits médicaux grecs et arabes importés de Byzance. Constantin se mit à traduire les ouvrages d'Hippocrate, de Galien et de nombreux manuscrits byzantins d'auteurs tels qu'Oribase, Paul d'Égine et Alexandre de Tralles. Mais ce sont surtout les manuscrits arabes que Constantin s'attela à transcrire en latin. Grâce à son intelligence et à sa pugnacité, il développa par la suite des écoles de traduction. Sa qualité de médecin lui permit de prodiguer des soins médicaux au sein même du monastère. De toutes les régions d'Italie, on se rendait à Salerne pour écouter ce médecin qui délivrait les premières recommandations d'hygiène et de santé publique. Un hôpital se développa à partir des cours de l'école de médecine de Salerne. La proximité de cette école avec le monastère permettait aux jeunes étudiants de côtoyer de près l'autorité grandissante de Constantin. Ce dernier traduisit de très nombreux manuscrits médicaux, dont deux livres essentiels. Le premier, l'Isagoge de Hunayn ibn Ishaq, dont le texte en arabe était lui-même une adaptation du manuscrit de Galien, se révèle être une introduction à l'art médical. L'ouvrage présente une classification de l'anatomie du corps humain, de la physiologie et de la thérapeutique. Le second livre, le Panthénie, est une traduction et une adaptation de l'ouvrage d'Al-Malaki par le médecin arabe Al-Majoussi. Il rassemble 10 volumes de médecine pratique et de chirurgie. C'est grâce aux nombreux manuscrits traduits en latin que l'école de médecine de Salerne vit le jour. De nombreux élèves sortirent de cette institution et une intense activité de traduction se poursuivit jusqu'en Italie du Nord, à Bologne et Padoue, puis se répandit en France. L'Isagoge et le Panthénie étaient connus à Chartres dès le XIIe siècle. Constantin développa et transmit une grande partie de l'héritage médical grec, que les Arabes avaient ressuscité au préalable. Sa renommée était telle qu'on le qualifiait alors de maître de l'Occident. Il mourut à l'abbaye du Mont Cassin, en 1087. Pour le poète florentin Pétrarque, Salerne fut la source et la fontaine de la médecine, Constantin en fut le maître. Constantin l'Africain, dessin de Ali Hamdan. Ainsi, les premiers médecins formés à l'école de Salerne jouissaient d'une excellente réputation pour leur haut niveau de connaissances et de pratique médicale. L'un après l'autre, les ouvrages de Constantin furent publiés à l'école de médecine de Salerne, le plus important foyer intellectuel de l'époque, et furent commentés avec respect par les élèves. Grâce à lui, les Européens du XIe siècle eurent accès aux connaissances médicales des Arabes. Gario Ponto. Connu aussi sous le nom de Garopontus, élève de Constantin l'Africain, il fut le premier médecin à sortir de l'école de médecine de Salerne. Il devint le premier assistant de Constantin et fut considéré comme le plus talentueux de ses collaborateurs. Grâce à son maître, qui lui apporta la technique et la finesse des traductions médicales du grec au latin, Gario Ponto édita un premier livre intitulé Passionarium, une compilation d'Hippocrate et de Galien qui composait un atlas médical anatomie. Il jeta les bases de la langue médicale avec de nouveaux mots tels gargarisme, guérir. Les ouvrages médicaux des grands maîtres grecs furent donc traduits en latin et rassemblés en 5 grands volumes. Médecin de l'école de Salerne, dessin de Ali Hamdan. L'influence de la science médicale arabe est cependant absente chez Gario Ponto. Ses écrits en latin sont en fait l'expression directe de sa pratique médicale, qu'il nota au fur et à mesure de son expérience de médecin.
Il décrit de manière très simple les maladies, en mettant l'accent sur les pathologies des voies urinaires, les calculs de la vessie et des reins. Garioponto croisa à l'école de médecine de Salerne le premier médecin et chirurgien femme de l'Europe chrétienne, Trotula. Un Garioponto. Book Wiki. Trotula de Salerne. Elle est connue comme la première femme médecin de l'Europe médiévale. L'école de Salerne était la première école laïque, et l'instruction médicale y était ouverte à toutes les religions et à tous les genres. Trotula jouissait d'une autorité médicale certaine qui fit sa renommée, et ses qualités humaines étaient reconnues de tous dans la région. Ses compétences professionnelles lui permirent d'obtenir le grade de professeur de médecine. Elle se consacra aux maladies de l'appareil génital de la femme. Elle s'occupa de leur sexualité, ce qui n'était pas facile au XIe siècle. Elle leur apporta des recommandations sur les soins d'hygiène et de prévention. Elle publia plusieurs manuscrits médicaux, dont le plus connu est Les soins des maladies des femmes. Elle aborda dans ce livre tous les aspects de la féminité, de l'esthétique aux maladies sexuellement transmissibles, en passant par la prévention et l'hygiène de l'appareil génital féminin. Elle y traita aussi les considérations psychologiques des pathologies graves du sexe. Les écrits de Trotula furent recopiés et expédiés dans toute l'Europe. On dit qu'à sa mort, en 1097, le cortège funéraire était constitué autant de femmes que d'hommes, ce qui constituait pour l'époque un événement d'exception. Trotula, dessin de Ali Hamdan. Les périodes de traduction. Dans le sud de l'Europe, c'est le début de l'effervescence intellectuelle et la médecine n'est plus l'apanage des moines. Le droit de savoir et de s'informer devient une nécessité. Le papier se répand du Moyen-Orient en Occident, au rythme de l'expansion arabe. Des fabriques sont installées en Espagne puis en Italie. Il se développe alors des centres de transcription de l'arabe en latin, dans toutes les disciplines scientifiques. À partir du XIIe siècle, de nombreux traducteurs italiens se lancent dans des entreprises privées de traduction. Le plus renommé d'entre eux est Gérard de Sabioneta. Il traduisit les livres arabes d'Avicenne, dont la plus célèbre compilation est le Canon de la médecine et l'ouvrage du médecin Raz, le Aviceu Continen, contenant de Raz. Au XIIIe siècle, à Padoue, une des plus grandes villes d'Italie réputée pour l'art médical, Bonaccosa traduisit le traité médical d'Averroès, le Colligé, un ouvrage qui rassemble toutes les spécialités médicales. Jean de Capoue s'attela à la traduction du Téchir d'Avanzoar et Simon de Gênes traduisit, quant à lui, tous les traités de chirurgie d'Aboulcazis. Tandis que dans l'Italie de Constantin les religions monothéistes évoluaient dans un cadre harmonieux avec une société civile fondée sur le respect des cultures, l'Espagne était en proie à la reconquête chrétienne pour la reprise de la péninsule ibérique. C'est la Reconquista, période durant laquelle les royaumes d'Espagne reprennent progressivement leur territoire aux musulmans. En 1085, les chrétiens découvrirent ainsi dans les bibliothèques de la ville de Tolède, devenue capitale du royaume de Castille, un trésor inépuisable de manuscrits médicaux arabes. Tolède et Cordoue regroupaient ainsi plus de 600 000 volumes et ouvrages scientifiques. Une colonie française vint s'établir dans la région de Tolède et c'est un Français, Raymond de Sauvetat, qui lança la traduction des milliers d'ouvrages arabes laissés par les musulmans. Né dans la région d'Agen, Raymond commença les traductions de l'arabe en latin vers la fin du XIe siècle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.